Bonjour à tous. Alors, nous sommes en direct. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live meeting. Alors, on va faire un petit test son et vidéo comme d'habitude. Est-ce que vous nous entendez bien? On vous entend. Parfait. Tout est bon. Donc, enchantée, je suis Marine Nicolo. Je suis conseiller en investissement et chargée de campagne sur l'ITA, qui est la plateforme avec laquelle Innovaya va réaliser sa levée de fonds. Et la collecte est donc prévue pour très bientôt. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'ITA, c'est une plateforme d'investissement solidaire qui permet aux particuliers et aux professionnels d'investir en dette ou en capital dans des entreprises qui peuvent être des PME, des coopératives, des associations ou des startups comme Innovaya, qui ont été sélectionnées sur des critères économiques et financiers, mais également sur des critères sociaux, environnementaux et sociétals. Donc concrètement, l'ITA intervient sur des thèmes qui sont très variés. Donc ça peut être l'alimentation durable, l'insertion, les énergies renouvelables et l'environnement de manière générale, ce qui va être le cas pour Innovaya. Et du coup, dans le cadre de notre activité, on réalise des échanges entre les investisseurs et les entrepreneurs en levée de fonds pour vous permettre de poser toutes vos questions. C'est un moment du coup privilégié où les entrepreneurs vont pouvoir, dans un premier temps, présenter leur projet et dans un second temps, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc aujourd'hui, on est en compagnie de Guillaume, de Khaled et de Justine, qui sont les cofondateurs d'Innovaya. Bonjour à vous. Bonjour. Et du coup, pour le format, donc dans un premier temps, je vais laisser l'équipe vous présenter leur projet pendant une quinzaine de minutes. Et dans un second temps, il y aura une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite. On y répondra par la suite. Et je pourrai aussi vous inviter sur scène. Donc vous pourrez poser vos questions en live et en direct et approfondir certains sujets. C'est pas une obligation, bien entendu. Vous aurez le droit de refuser cette invitation. Et pour celles et ceux qui ont loupé le début ou la fin de l'événement, on mettra le replay sur YouTube prochainement. Voilà, je laisse la parole au cofondateur. Merci beaucoup. On va se présenter dans un premier temps. On va faire un petit tour de table. Il y a une présentation qui est en train de charger. Donc, on va essayer de meubler le temps que cette présentation veuille bien s'uploader. Donc, moi, je suis Khaled Almezayen. Je suis l'un des 3 cofondateurs d'Innovaya et je suis le président de cette structure. Justine. Justine Pizzi, donc cofondatrice, et je m'occupe notamment des ressources humaines et de tout le secteur accès à l'eau potable. Voilà. Et donc moi je m'occupe principalement de la partie administrative et financière chez Innovaya. Eh bien, la présentation n'est toujours pas chargée, mais ce n'est pas grave. On va commencer sans le visuel. Innovaya, c'est une entreprise qu'on a cofondée il y a un peu plus de 4 ans maintenant, en février 2018. Avec Guillaume et Justine, on s'est rencontrés en Roumanie, où on travaillait à l'époque là-bas. Et puis, on a été touchés par le même sujet, qui est le sujet de l'accès à l'eau, et plus particulièrement de l'accès à l'eau potable. C'est un sujet qui nous a réunis, comme je vous l'ai dit, en Roumanie, et puis on a commencé à faire des projets autour de l'accès à l'eau potable avec des petites ONG locales, mais également à l'international. Et en 2018, fin 2017, début 2018, on a décidé de créer Innovaya. Alors pour la petite histoire, Innovaya, c'est la contraction de innovation, et Aya, qui est la déesse sumérienne des eaux souterraines. On voulait, en donnant ce nom à notre projet, resacraliser l'eau, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne se rend pas compte de sa valeur, parce qu'il suffit d'ouvrir notre robinet aujourd'hui pour avoir de l'eau potable, et on en vient même aujourd'hui à faire nos besoins dedans. Donc, il y a ce côté sacré qui s'est perdu et qu'on voudrait ramener dans ce sujet. Donc, Innovaya, c'est une jeune entreprise innovante et c'est également une entreprise solidaire d'utilité sociale.
Notre mission, c'est de réduire l'empreinte eau des industries, mais également de rendre universel l'accès à l'eau potable. Donc, je vais juste regarder si la présentation ne s'est toujours pas uploadée. C'est pas grave. On va continuer à avancer. Donc, du coup, nous, on est vraiment des spécialistes du traitement de l'eau. On s'est positionné comme des spécialistes du traitement de l'eau et de la création de machines autonomes qui sont capables de filtrer les eaux douces. On crée ce qu'on appelle des skids, donc des unités de filtration qui sont capables d'être complètement autonomes et de filtrer de 1 mètre cubeur à 50 mètres cubeurs pour 3 sujets principaux. Le premier sujet, c'est l'accès à l'eau potable et historiquement, on a commencé dans ce sujet-là. Donc l'accès à l'eau potable, c'est on va mettre des machines dans des endroits souvent isolés ou difficiles d'accès et on va automatiser ces machines pour qu'elles puissent filtrer ces eaux et être complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne derrière la machine pour la faire fonctionner. On a mis également des capteurs, on met aussi des capteurs, des systèmes membranaires et un procédé in-house qu'on a développé qui nous permet d'avoir des unités complètement autonomes. Et quand je dis complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de venir avec des produits ou des consommables pour, par exemple, nettoyer les filtres ou les changer régulièrement. Donc, nous, c'est vraiment notre spécialité. Et sur la partie accès à l'eau potable, c'est assez clair. On va potabiliser des eaux de surface, par exemple, des eaux de rivière ou des eaux de forage ou des eaux d'une source qui n'est pas potable. Et sur la partie industrielle, notre travail est un peu différent, mais il est également tourné et basé sur cette technologie également. On va faire ce qu'on appelle de la réutilisation des eaux de process pour aller aider les industriels à aller vers des usines qu'on appelle des usines sèches, c'est-à-dire des usines qui n'ont pas de rejet d'eau, basées sur les mêmes technologies de filtration. Donc, le sujet de l'industrialisation et de l'industrie chez nous, c'est un sujet qui est venu un petit peu sur le tard. Où on a fait un constat très fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut régler la problématique de l'eau, de l'accès à l'eau potable et de l'eau en général, de notre consommation d'eau, il fallait pouvoir agir sur l'ensemble du petit cycle de l'eau. Alors, le petit cycle de l'eau, par opposition au grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, c'est tous les usages qu'en font les humains. Le grand cycle de l'eau, c'est il pleut, l'eau se déverse, va dans les nappes, ensuite rejaillit, rivière, va dans la mer, s'évapore, nuage. Voilà, ça c'est le grand cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, lui, c'est tous les usages qu'en font les humains, c'est-à-dire on prélève dans le milieu, on l'utilise, on l'use, on le traite et on rejette. Et donc, il y a 4 grands usages chez les humains. C'est l'accès à l'eau potable, la potabilisation, les usages industriels, parce que dans l'industrie, on utilise beaucoup l'eau, la production d'énergie et l'agriculture. C'est ça, ces 4 grands usages. Et là, on s'est focalisé, là où notre technologie peut répondre à des problématiques, c'est sur la partie industrie et sur la partie usage domestique, usage d'eau potable. Je revérifie si la présentation s'est uploadée. Toujours pas. Du coup, je pense pouvoir partager peut-être mon écran parce que ça va être beaucoup plus simple comme ça. C'est possible pour le coup. Je vais essayer. Hop. Et hop. Alors. Et partager. Alors, là. Voilà. Écran, fenêtre. Et hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je vois pas. Mais ça arrive. Ah, ça y est. Ça charge. C'est bon? Ça y est, parfait. Super.
Alors, comme je vous le disais, hein, notre mission, c'est réduire l'empreinte eau des industries et rendre universel l'accès à l'eau potable. On a des valeurs fortes qui sont des valeurs qu'on a construites ensemble avec l'ensemble de notre équipe. Humaniser, partager, redonner du sens, assurer l'équité et préserver. Comme je vous l'ai dit, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale, donc ces valeurs-là sont vraiment le socle d'Innovaya. Les 3 fondateurs, ça je vous l'ai dit, aujourd'hui on est une équipe non plus de 12 personnes, mais de 14 personnes, hein, depuis la présentation qu'on avait envoyée à l'ITA. On est, comme je vous l'ai dit, spécialiste en filtration membranaire. Et puis, notre technologie, c'est la combinaison de filtres performants, capteurs et algorithmes propriétaires. Donc, l'histoire, comme je vous l'ai dit, elle a démarré avant la création d'Innovaya. Nous, avec Justine et Guillaume, on s'est rencontrés en Roumanie. Et l'idée de système de filtration autonome, elle a débuté en 2013. Petit historique, 2019, on est labellisé par la fondation Solar Impulse et nous sommes certifiés par l'IFTS, qui est l'Institut des filtrations et des techniques séparatives. En 2020, on fait une première levée de fonds et on commence une collaboration avec le groupe SOR. Et 2021, on est certifié ISO 9001, 14001, on a 2 brevets qu'on a déposés et on signe un partenariat collaboratif avec le groupe SOR, qui est le numéro 3 de l'eau en France. Donc, comme je vous l'ai dit, également, nos 3 domaines de prédilection, c'est l'accès à l'eau potable, le recyclage des eaux industrielles et le dernier dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est les villes et les bâtiments intelligents, où l'objectif, c'est d'arriver à réduire notre empreinte eau grâce aux bâtiments et aux écoquartiers, où on va décentraliser le traitement de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, le but de nos solutions, c'est de rapprocher le traitement du besoin pour pouvoir réduire nos consommations et créer des boucles de réutilisation. Donc, dans l'équipe, aujourd'hui, on est une équipe de 14 personnes. Donc, moi, je suis à la base pharmacien industriel. J'ai fait du génie des process. Justine, je te laisse te présenter rapidement et présenter ton parcours. J'ai eu un master en droit international et coopération économique et j'ai travaillé donc, au Vietnam et en Roumanie sur le développement international des entreprises. Moi, j'ai une formation en finance d'entreprise. J'ai travaillé principalement dans l'industrie, notamment l'industrie automobile en Roumanie. Et donc, dans notre partie technique, dans nos équipes techniques, donc on a Sylvain Masson qui est en charge de la R&D chez nous, qui est un ancien de l'IEM, l'Institut européen des membranes, qui a un double doctorat en chimie et en génie des matériaux. Et puis Olivier Boudot, qui est notre responsable terrain et qui, lui, est un ancien de l'armée française et qui était en charge des eaux à destination de la consommation humaine. Puis nous avons 2 nouveaux arrivés qui ont beaucoup d'expérience, qui sont Thomas Mouot, qui était directeur d'usine chez Torrefilm Europe, et Elisabeth Marie, qui était en charge de la partie commerciale chez Merck Life Science. Donc, pareil, comme je vous l'ai dit, on a été labellisé par la Fondation Solar Impulse, on est JEI et on a l'agrément ESUS. Nous avons 2 brevets et nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001 par SGS. Alors, pour vous expliquer rapidement la technologie qu'il y a derrière nos systèmes, alors je vais refaire un petit cours de filtration. Donc, aujourd'hui, vous avez différentes typologies de filtration et là, vous avez les différentes tailles à laquelle on filtre. Et vous voyez, on peut aller jusqu'à filtrer n'importe quoi dans l'eau. Donc, nous, on est vraiment des spécialistes de la microfiltration jusqu'à la nanofiltration. Donc, on peut aller filtrer des bactéries, des virus, des protéines, voire faire de la séparation d'ions, c'est-à-dire enlever, par exemple, des micropolluants grâce à la filtration. Et donc, aujourd'hui, il y a 3 grandes technologies de séparation qui sont la filtration membranaire frontale. Donc, comme son nom l'indique, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais frontal, ça veut dire qu'on va pousser le fluide qu'on veut traiter pour qu'il soit retenu sur la membrane et on obtient ce qu'on appelle un perméa et ce perméa va être dépourvu de ce qu'on a voulu retenir. Voilà. C'est des techniques qu'on va utiliser sur des fluides peu chargés. Ensuite, vous avez les techniques dites
tangentielles. Ces techniques-là sont faites pour des fluides beaucoup plus chargés et c'est pour pouvoir enlever les particules au fur et à mesure de la membrane pour qu'elles puissent être décolmatées. Et enfin, sur les fluides très chargés, on va faire des techniques dites de tangentielles dynamiques, c'est-à-dire que la membrane va vibrer ou tourner pour pouvoir la décolmater en continu. Et là, on peut attaquer des eaux qui sont extrêmement chargées et avec des résultats qui sont très, très intéressants. Donc aujourd'hui, la problématique des membranes, donc les membranes, ce sont des technologies qui existent depuis 40 ans. Et le gros problème des membranes, c'est le colmatage. C'est-à-dire qu'une membrane, ça peut fonctionner très très bien pendant des années. Et d'un seul coup, il y a un agent colmatant, donc ça peut être une particule ou autre, qui vient colmater la membrane et on ne peut plus la nettoyer. Donc aujourd'hui, on a 3 typologies de colmatage. On a les colmatages physiques, les colmatages biologiques et les colmatages chimiques. Les colmatages biologiques et chimiques, si on maîtrise le physique, ils sont limités. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? On perd de la perméabilité. Donc, la perméabilité, c'est la capacité d'une membrane dans le temps à filtrer. Et une perméabilité, en général, elle descend dans le temps. Ce qui fait qu'il y a des risques de diminution de performance, de casse ou de perte d'intégrité, c'est-à-dire que la membrane, elle laisse passer des choses. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on fait des rétrolavages chimiques avec des acides et des bases pour casser les molécules qui se sont coincées au niveau des membranes. Et donc, on va pouvoir décolmater ces membranes avec ces rétrolavages chimiques. Par contre, on va avoir une usure prématurée des membranes parce qu'on va avoir de la corrosion chimique. Ça a des coûts opérationnels assez élevés parce que le stockage et l'utilisation et la manipulation de ces produits chimiques est coûteuse. Ce ne sont pas les produits chimiques qui sont coûteux, mais bien leur manipulation. Elle est dangereuse et le stockage est complexe. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est un système qui nous permet en temps réel de décolmater les membranes et donc de maintenir la perméabilité des membranes dans le temps, ce qui nous permet de ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage des membranes, ne pas utiliser de produits chimiques pour le traitement, parce qu'on arrive avec les technologies membranaires à traiter un petit peu tout ce qu'on veut, et pour des coûts très intéressants. Donc là, c'est une étude qu'on a fait avec le groupe SOR, qui nous a permis de faire d'estimer le coût total énergie comprise d'un système comme l'UNIO, donc l'unité qu'on a développée et qu'on a breveté. Et on arrive à des coûts complets qui sont équivalents à des grosses stations de traitement qui font des économies d'échelle grâce au volume qu'ils traitent. Donc voilà, ça c'est les premiers protos qu'on avait développés et voilà, qui ont été testés par la SOR. Aujourd'hui, on en a encore un qui continue à filtrer les eaux du Rhône et qui les rendent potables. On a un deuxième système qu'on a fait un petit peu sur étagère, qui est le AIA et qui lui répond plutôt à des problématiques de sécurisation de bouts de réseau. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 400 000 personnes en France, rien qu'en France, qui n'ont pas accès à l'eau potable, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une eau sécurisée en bout de réseau. Plus vous allez en bout de réseau, moins vous avez une eau qui est de bonne qualité. Et donc, le AIA, c'est un système qu'on a développé qui va traiter des eaux déjà traitées et qui va sécuriser les eaux en sortie afin qu'il n'y ait pas de développement bactérien sur la tuyauterie. Et donc, ce sont des systèmes qui sont capables de traiter entre 1 et 2 mètres cubes heure et qui fonctionnent à la pression du réseau. Le côté intelligent du système, c'est qu'il s'auto-nettoie, donc on utilise un filtre pour nettoyer l'eau. Donc, nos systèmes, je vous ai dit que l'impact est très important chez nous. Donc, au-delà du fait que notre activité ait un impact, nous essayons également de travailler et d'avoir des méthodes de travail et des collaborations qui ont du sens. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'ESAT Léo Fontaine à Lyon, qui, elle, est en charge du préassemblage de nos unités AIA. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs partenaires aujourd'hui avec lesquels nous travaillons et des clients. On a une base de données d'un peu plus de 30 clients aujourd'hui. Donc, on travaille avec le groupe SOR, comme je vous l'ai dit, mais également avec Solidarité Internationale, Acted,
on est à bord du bateau Plastic Odyssée. Nous avons comme client connu le groupe Pierre Fabre, Louis Dreyfus Armateur, le groupe Cheval. Et puis, nous avons été soutenus par pas mal de monde, dont la BPI, le Rhône Développement Initiative. On est lauréat du réseau Initiative. Et bien évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on est basé à Lyon. Donc, voilà les éléments financiers qu'on présenté, qu'on vous a présenté et qu'on a présenté à l'ITA. Donc, en 2021, on a pu réaliser un chiffre d'affaires de 350 000 euros. Cette année, en 2022, nous avons sécurisé plus de la moitié de notre prévisionnel déjà. Et nous allons avoir une montée en puissance de nos résultats au fur et à mesure. Et normalement, vous avez eu accès à ces données via le dossier que vous avez fourni l'ITA. Et puis là, c'est un petit peu notre pipe des ventes. Donc aujourd'hui, on a un pipe sur les 3 prochaines années qui est à peu près de 16 millions d'euros avec plusieurs entreprises, que ce soit dans l'industrie ou dans l'accès à l'eau potable. Et alors, notre business model, pour vous expliquer un petit peu notre business model, jusqu'à présent, c'était un business model de vente en direct. Et nous avons initié notre pivot de business model vers du water as a service, notamment pour l'industrie, où notre objectif, c'est ne plus vendre des machines, mais de vendre un service, un usage. C'est-à-dire qu'on va installer les machines et les industriels vont nous acheter une consommation, c'est-à-dire un mètre cube traité. Alors, j'aime pas trop cette slide et je vais vous expliquer parce que tout simplement parce que moi, j'estime qu'on n'est pas concurrent dans ce monde-là. On travaille plutôt en collaboration. Il faut savoir que le leader de ce marché, c'est Veolia, comme vous le savez sûrement. Et depuis l'acquisition de Suez, sachez que Veolia ne détient que 5% du marché de l'eau. Et il reste toujours 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, 3 milliards qui n'ont pas accès à un assainissement. Et plus de 80% des eaux usées industrielles dans le monde sont rejetées directement dans la nature, sans aucun traitement. Donc, pour moi, cette slide, c'est un peu une slide un peu obligée pour montrer quels sont nos avantages compétitifs. Mais si on peut se positionner par rapport à tous ces acteurs, nous, on est un des maillons de la chaîne de valeur du traitement de l'eau. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est capable à la fois d'analyser, mais également de proposer des solutions pérennes. Bon, là, c'est juste une slide qui résume un petit peu ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'on fait du traitement sans chimie, on fait du décolmatage sans chimie, et on n'a pas de consommables sur nos systèmes. Et réellement, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de démocratiser les solutions membranaires, parce que ce sont des technologies très intéressantes et qui nous permettent de se déployer et de régler pas mal de problématiques, d'en faciliter l'usage, de réduire les coûts opérationnels de ces solutions-là et d'augmenter la durée de vie des membranes, comme objectif de les augmenter de moins de 50%. Donc, grâce à la data, nos résultats sont en constante amélioration. Et donc, nous, on se place un petit peu et on se positionne un petit peu comme Tesla, en fait, sur la partie machine. C'est-à-dire que Tesla, leurs voitures sont de plus en plus efficaces dans le temps grâce à la donnée qu'ils récoltent. Ils arrivent à récolter de la donnée qui va améliorer les performances de leur voiture dans le temps. Eh bien, nous, c'est à peu près la même chose, mais sur l'eau et sur le traitement de l'eau. Donc, à terme, comment on veut scaler un petit peu tout ça? Parce que vous l'aurez compris, il y a pas mal d'adaptations en fonction du traitement de l'eau qu'on veut faire, etc. Donc, on est en train de développer notre plateforme et notre système d'exploitation qui va nous permettre à la fois de faire du dimensionnement, de l'exploitation, du monitoring et de la conception de nos machines. Donc, l'idée de cette plateforme, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir donner les outils à des partenaires qu'on aura sélectionnés au niveau international et qui soient capables de faire le même travail que nous et de paramétrer les machines, mais également de programmer les machines sans avoir à passer par nous, mais à passer via cette plateforme où, en fait, on est en train
digitaliser tout notre savoir-faire. Donc, on digitalise tout notre savoir-faire pour la partie conception et dimensionnement. Et ensuite, sur la partie monitoring, cette plateforme va nous permettre d'avoir de la remontée de données pour améliorer les performances et optimiser nos machines en temps réel. Alors, quel a été notre go-to-market? Jusqu'à présent, ça a été beaucoup de bouche à oreille. Et depuis début mars, nous avons recruté Elisabeth Marie, qui était Senior Account Manager chez Merck Millipore. On va participer à des événements et d'ailleurs, je vous dis également qu'on va être event partner de Change Now. Donc, on sera ravis de vous accueillir à Change Now et on est les fournisseurs officiels de l'eau sur Change Now qui se déroule du 19 au 21 mai au Grand Palais éphémère au pied du Champ de Mars, enfin au pied de la Tour Eiffel. Et puis, la suite, c'est le déploiement de notre plateforme auprès de nos partenaires locaux afin de déployer et d'amplifier nos technologies. Pour le Water Access, donc pour l'accès à l'eau potable, jusqu'à présent, ça a été aussi du bouche à oreille. Pareil, c'est des participations à des événements. Il y en a quelques-uns qu'on connaît très bien sur la partie accès à l'eau potable, mais notamment l'EDEX en Belgique ou le DIAD à Dubaï. Participer à des appels d'offres, comme on le fait déjà avec le groupe SOR ou avec Solidarité Internationale. Déployer notre plateforme auprès de nos partenaires locaux. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous sommes à bord de Plastic Odyssey qui va bientôt partir faire le tour du monde et donc travailler la visibilité via des projets internationaux comme Plastic Odyssey. En termes d'investisseurs actuels, aujourd'hui, nous avons Patrick Oudot de Dainville, Jordan Wolf ou Laurent Sauvage ou Christophe Simon qui sont des entrepreneurs aujourd'hui et qui nous ont soutenus depuis longtemps. On a également le fonds à impact de Anne Lauvergeon. En tant que conseiller, nous avons Didier Lebray, qui est ancien ambassadeur de France à Haïti, Éric Ducournau, c'est PDG du groupe Pierre Fabre, et Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale. Alors, entre autres, ils font partie de notre comité d'orientation stratégique et qui nous aident sur des réflexions autour, par exemple, de notre modèle de gouvernance, sur nos indicateurs d'impact. D'ailleurs, on a eu une très grande aide du groupe Pierre Fabre là-dessus, parce qu'ils ont déjà travaillé sur ce sujet et nous ont transmis beaucoup de choses là-dessus. Les nouveaux investisseurs aujourd'hui, donc pareil, ce sont aujourd'hui surtout des business angels, des gens qui ont de l'expérience, qui ont fait des exits et qui ont été qui ont eu de belles réussites dans leur vie. Et un fonds américain qui est le fonds Joyance Partners. Donc là, notre série A, notre levée, elle est pas tout à fait de 3 millions, elle est de 2,5 millions, avec une valorisation pré-monnaie de 13 millions d'euros. Ça, c'est une petite coquille, mais la clôture, elle devait se faire en mars et elle va se faire fin mai. L'allocation des fonds, comme vous pouvez le voir, donc c'est continuer le développement de notre logiciel. L'industrialisation pour le marché français et européen de nos systèmes Unio et Aya que vous avez vu sur étagère. La commercialisation, donc participation à des événements, internationalisation. Et puis sur la partie structuration qui va nous permettre de continuer à nous déployer. Qu'est-ce que cet argent va nous permettre de faire? D'atteindre d'abord notre seuil de rentabilité en 2023, de commercialiser et licencier notre système d'exploitation et d'obtenir un levier de financier non dilutif, donc avec des subventions et également du prêt bancaire et du prêt BPI. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir pu répondre à quelques-unes de vos interrogations. Merci.
Alors, je vais me remettre. Donc, merci pour cette présentation. Avant de passer à la partie questions-réponses, donc on a déjà quelques questions dans l'onglet questions. Je vais juste rappeler les raisons pour investir qui ont été établies par notre analyste financier qui a étudié le projet et qui a pu déterminer les raisons phares et les points positifs de cet investissement. Donc, en premier, on a une solution de traitement des eaux usées qui est innovante et compétitive. Donc, la solution, elle a un potentiel de convaincre aussi bien les industriels que les communautés qui sont non raccordées à l'accès à l'eau potable. Et du coup, ça a un double impact, à la fois environnemental sur la consommation d'eau, la réduction des consommations d'énergie nécessaires pour le traitement de l'eau, l'amélioration de la qualité de l'eau, mais il y a aussi un impact social lié à l'amélioration de l'accès à l'eau et de sa qualité. Il a aussi déterminé qu'il y avait une profondeur de marché significative sur le segment industriel. Innovaya propose une solution aux petits sites industriels où l'on observe peu de concurrence. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a un pipeline commercial qui est important et déjà de nombreux contrats qui ont été signés sur l'année 2022. On a aussi une solution qui est validée et qui est pertinente, d'une part parce qu'elle est reconnue par des acteurs scientifiques comme IFTS et Solar Impulse, mais aussi d'autre part parce qu'on a déjà pas mal de clients actuels et potentiels, comme vous l'avez dit, comme SOR, Pierre Fabre, Solidarité Internationale, qui ont validé cette solution et qui concrétisent du coup ce pipeline commercial. Et enfin, une équipe experte, donc l'équipe experte qui va être composée d'investisseurs et de conseillers qui ont des profils stratégiques pour le développement de la solution. Donc, on va passer aux questions. On peut y répondre directement, on y a accès dans le chat. Ouais, alors je vais essayer de faire monter sur scène peut-être Kevin, s'il souhaite... pourquoi je peux pas... Ou alors on va déjà poser la question. Donc bonjour, donc je ne sais pas si vous la voyez, intervenir sur un process existant d'industriel, c'est plus de défis car un skid n'est pas ou peu adapté à un système complexe, j'imagine. Comment orientez-vous votre technologie off pour les accompagner dans leur projet d'usine sèche? Merci. Merci d'abord pour cette question, Kevin, qui est très pertinente, effectivement. Alors, on a fait l'exercice du pitch qui ne nous permet pas forcément de rentrer dans les détails, mais je peux vous expliquer rapidement comment on travaille avec les industriels. On travaille en 3 étapes. On fait d'abord une partie audit de leurs usines, qui va nous prendre quelques jours et puis ensuite quelques semaines de rapport. On va regarder un petit peu leur process dans un premier temps. Et on va essayer, dans un premier temps, de réduire la consommation d'eau. Alors, comment on va réussir à réduire la consommation d'eau? Je vous donne un exemple concret sur ce qu'on vient de faire avec le groupe Pierre Fabre. Un exemple très concret, c'est-à-dire qu'on va aller attaquer directement leur process de nettoyage. Et plutôt que de faire des nettoyages à l'eau, on va leur proposer des nettoyages à la vapeur ou des nettoyages au CO2 si c'est possible, qui va permettre en fait de ne plus utiliser cette eau. Après, l'eau, dans tous les process industriels, dans 95% de l'industrie manufacturière, vous utilisez de l'eau. Nous, on s'est spécialisé vraiment sur la partie cosmétique, pharma, compléments alimentaires, agro, textile et sur la partie BTP. Parce que ce sont des industries où on est capable d'y répondre et on connaît bien les process internes. Donc, après cette phase de réduction de la consommation, on passe sur de la phase de traitement du résiduel. Donc, dans le résiduel, en général, sur ces industries-là que je viens de vous citer, ils ont des mini-stations d'épuration parce qu'aujourd'hui, rejeter ces eaux directement, en tout cas en France, ce n'est pas possible, en tout cas de les rejeter à la STEP communale, la station d'épuration communale. Donc nous, on va venir, au lieu de, sur le résiduel qui reste, au lieu de rejeter directement à la STEP communale, on va venir installer des skids. C'est à ce niveau-là où on est intéressant. Et ramener l'eau dans les process de l'usine, qui sont réglementairement où on a le droit de réutiliser ces eaux. Parce que après, il y a des sujets un peu techniques
sur qu'est-ce qu'on a le droit de réutiliser, est-ce que les eaux, c'est des eaux noires ou est-ce que c'est des eaux grises, etc. Et ça, je vous passe les détails. Mais comme je vous l'ai dit, nous, on est un maillon de la chaîne. Donc, nous, on a tendance à travailler avec d'autres acteurs sur ces sujets-là. Et nous, on vient en réponse à la partie traitement du résiduel pour pouvoir le réutiliser derrière. Donc, nos skids, ils se placent en fait à la fin de tout ce travail, on va dire, de réduction et de comment dire, de passage vers le projet d'usine sèche ou usine zéro déchet liquide, ZLD en anglais, Zero Liquid Discharge. Donc voilà comment on fonctionne clairement avec les industriels. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, je ne sais pas si... Bon, on n'a pas de réponse. On va inviter à quelqu'un d'autre, Thierry Durand, qui avait 2 questions. Thierry, je vais vous envoyer une invitation si vous souhaitez monter sur scène. Donc, vous avez juste à cliquer pour participer. Ah, il se prépare. Oui, ça marche. Voilà, Thierry arrive. Bonjour Thierry. Bonjour. Du coup, vous posez votre question en direct. Oui, bonjour à toute l'équipe. J'ai bien aimé votre présentation, c'était très clair. Moi, j'avais une question. Votre photo de l'analyse de la concurrence est tellement belle qu'elle est intrigante. Et le système membranaire étant pas une technologie nouvelle. Donc, et je vous crois, hein, la question, c'est pas la remise en question. La question que je vous pose, c'est est-ce que cet avantage concurrentiel que vous avez aujourd'hui par rapport à cette photographie de vos avantages concurrentiels, est-ce que quelles sont les actions que vous pouvez mener pour maintenir cet avantage, sachant que a priori d'autres personnes pourraient arriver avec des technologies similaires et finalement peut-être contourner vos brevets ou passer des brevets complémentaires. Donc comment allez-vous faire pour maintenir cet avantage concurrentiel qui semble énorme en tout cas? Alors, moi, ce que je vais vous dire déjà, je serais très, très heureux si on arrivait à nous copier. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable et plus de 80% des industriels qui rejettent directement leurs eaux. Donc, le marché est colossal. Nous, notre grosse différenciation, c'est qu'on va vers des petites unités. Un SOR, un Veolia, un Suez n'est pas capable de faire ce genre d'unité parce que leur modèle économique n'est pas celui-là. Leur modèle économique est de la vente d'exploitation. Nous, on est sur une idée un petit peu où on fait des systèmes autonomes, petits, de petite taille et sur des petits volumes. Voilà. On va là où les autres ne vont pas trop. Justine, tu voulais dire quelque chose peut-être? Non. Ok. Même les acteurs industriels, ils vont pas se positionner. Bah, aujourd'hui, vous voyez, nous, on collabore avec SOR et SOR nous a dit, nous, on ne sait pas faire et on ne va pas y aller parce que vous le faites très bien. Nous, on fait notre métier et on aime bien collaborer avec vous, par exemple. Ah, d'accord. Et on n'est pas sur les mêmes tailles de système. Encore une fois, j'insiste, 50 mètres cubeurs, c'est là où ils commencent à regarder des projets. Nous, c'est notre taille maximale. D'accord, voilà. D'accord, je comprends. C'est gros acteurs. Ensuite, alors je vous ai parlé de Tesla, mais on s'est pas mal inspiré de Tesla. Alors, je n'ai aucune action chez eux et très honnêtement, je n'ai pas porté particulièrement d'affinité pour le dirigeant de Tesla. Mais par contre, il y a une chose très, très intéressante dans ce que fait Tesla et dans leur modèle, c'est que plus ils avancent, plus ils ont de la donnée, plus ils sont performants. Et aujourd'hui, nous, notre brevet, très concrètement, c'est un brevet, si vous voulez, qui nous a donné une avance. Mais ce qui nous donne réellement de l'avance, c'est les données qu'on récolte et qui nous permettent d'améliorer nos process et nos process de dimensionnement et les programmes de fonctionnement de nos machines. Donc, nos machines sont de plus en plus performantes dans le temps. Ce qui fait que, concrètement, aujourd'hui, on a pas mal d'avance sur les autres acteurs
qui partirait d'une feuille blanche ou qui copierait ou qui détournerait notre brevet. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Ouais, c'est comme ça qu'on protège plus ou moins notre propriété intellectuelle. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on a aussi comme stratégie de pays, moi j'étais pharmacien dans une autre vie, et mon rôle c'était d'aller copier des brevets. C'est pour ça que je vous en parle. Je faisais pas mal ça. Et moi, l'idée aussi derrière ça, notre idée, c'est vraiment de continuer à améliorer nos systèmes, aller chercher des nouveaux sujets autour du traitement de l'eau et de la problématique membranaire. Là, on est en train de parler des membranes, par exemple, de nanofiltration à fibre creuse. On travaille avec un fournisseur qui pourrait être super intéressant et qui nous permettrait de traiter des problématiques beaucoup plus complexes qu'on est capable de traiter aujourd'hui. Donc voilà, on est sans cesse en train d'innover, d'améliorer. Là, on en est à la 4e ou 5e version de notre Unio. Et je vais laisser la parole à Justine pour compléter. C'était aussi de dire que les acteurs déjà existants, leur modèle économique fonctionne sur le consommable et les coûts d'exploitation. Sans ça, ils n'arrivent pas à être viables. Et donc, au-delà d'un potentiel rattrapage technologique, il y a aussi tout leur modèle qu'il faudrait qu'ils revoient. Donc, c'est un travail qui est colossal et qui prendrait énormément de temps. Et aujourd'hui, on voit qu'ils essayent plutôt de continuer à... On voit que la législation, les mentalités changent, mais que la plupart des acteurs historiques essayent de tirer et de garder un modèle, le modèle actuel, parce que pour eux, c'est le seul modèle qui est viable. Donc, il y aura vraiment beaucoup de temps avant qu'ils arrivent à changer leur modèle économique et mettre en place les technologies qui vont répondre à un nouveau modèle économique. D'accord. Non, mais en fait, votre réponse va tout à fait. Moi, je comprends en effet que vous avez d'avoir une technologie qui n'utilise pas de consommables. J'ai bien compris ça. La régénération des membranes est automatique. Vous attaquez un plus petit secteur, des plus petits acteurs, et le marché est énorme. Donc, même si vous êtes copié, il y a de la place pour beaucoup de gens. Merci de vos réponses, en tout cas. Je vous en prie. Et puis, juste pour finir aussi, c'est l'idée, au contraire, d'être dans une amélioration continue et également de proposer à ces acteurs-là de collaborer. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien parce qu'on a de belles collaborations avec des gros acteurs. Ouais. OK. Merci Thierry pour votre question. Je vous laisse quitter la scène. Je vais essayer d'inviter Julien qui a également une question. Donc Julien, vous avez dû recevoir une invitation si vous souhaitez nous rejoindre. Julien se prépare également. Julien. Alors, est-ce que Julien va apparaître? Non. Nous, de notre côté, on ne voit pas de questions de Julien. Non, on va poser la question de Julien du coup. Bonjour, comment sécurisez-vous vos capacités de production auprès de vos fournisseurs pour vous permettre de livrer... Ah ben le voilà. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, parce que je n'ai pas le micro sur le truc, donc c'est deux choses différentes. Bonjour à tous, merci beaucoup de la présentation. Étant ingénieur en supply chain, moi je m'interroge toujours, on a des grosses ambitions, on a un beau portefeuille de commandes, donc c'est super, mais après, comment le réaliser et le livrer à temps, les avant de mes engagements clients? J'ai compris que vous appuyez sur des partenaires et sur des fournisseurs pour vos capacités industrielles. Donc aujourd'hui, quel est votre plan pour accompagner votre croissance et vos livraisons dans les 3 prochaines années? Voilà. Alors évidemment, ça a été c'est un enjeu qui est énorme pour nous. On a travaillé pendant plus d'1 an sur l'industrialisation des systèmes. On a d'ailleurs été accompagné par l'ADEME pour ce travail-là. Alors, on a commencé par rationaliser nos machines. On a eu une réflexion intense sur la façon dont on a agencé les systèmes, de façon à pouvoir intégrer certains modules plutôt que d'autres, certains fils plutôt que d'autres.
Et on a aussi énormément diversifié nos fournisseurs. Actuellement, on a 3 grands acteurs qui sont en mesure de produire nos systèmes, qui ont tous constitué des stocks de matières premières. On a 2 en France et 1 en Belgique, en plus de l'ESAT que Relève vous a présenté tout à l'heure. Et de notre côté, on a aussi commencé à constituer du stock sur les éléments limitants. Donc l'idée, c'est évidemment de prévoir le plan de charge au maximum et avoir des substituts à quasiment chacun des éléments qui puissent être limitants. On a les vannes, on a des filtres, les automates qui sont notamment des éléments qui ont des délais qui ont explosé ces derniers temps. On peut travailler avec du Schneider, avec du Siemens. C'est un travail qu'on a entrepris et qu'on continue de réaliser avec toute l'équipe technique. Et avec la crise des matériaux actuellement, on sait que c'est un peu compliqué en ce moment. Vous n'avez pas de crainte aujourd'hui sur justement cette capacité d'approvisionnement pour produire? Alors, bien sûr qu'il y a une crainte sur la partie, surtout sur la partie composants électroniques. C'est ça qui est très limitant. Aujourd'hui, sur la partie électronique, on a réussi à sourcer 3 différentes technologies qu'on a réussi à interchanger. Comme vous l'a dit Guillaume, on ne travaille pas qu'avec un seul fournisseur d'automates. On ne travaille pas qu'avec une seule typologie d'automates. On peut aller sur du Schneider, sur du Siemens, ou là, en ce moment, on est en train d'étudier de passer sur de l'industrial shield, parce que justement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à sourcer. Ça met un peu de temps. Mais aujourd'hui, sur la base des commandes que l'on a, nos clients sont tout à fait conscients de ces retards. Donc, automatiquement, ils sont aussi... eux aussi sont impactés, mais ils en sont conscients et donc ils ne nous en tiennent pas forcément rigueur. D'autre part, sur le pipe qu'on vous a annoncé, on a déjà un plan de charge. Donc, nous, on a recruté un ancien directeur d'usine, directeur de production de chez Torre Film Europe, qui avait exactement les mêmes problématiques que nous et qui aujourd'hui, lui, met en œuvre et met en place tout ce travail de planification pour qu'on ne se retrouve pas à ne pas pouvoir honorer nos commandes. D'accord. Merci beaucoup. On a aussi essayé de minimiser le nombre de références sur nos différents produits de façon à avoir du stock qui est moins de références possibles dans le stock. Ok. Merci. Merci Julien pour votre question. Je vais inviter un autre participant, Jean, qui arrive du coup. Non, qui n'arrive pas. En tout cas, sinon, on va poser ces questions. Jean a refusé. Alors, Jean a plusieurs questions. La première, quelle est la durée de vie des dispositifs INEA et est-ce qu'ils sont recyclables? Alors, la durée de vie, aujourd'hui, nous, on s'est basé sur une durée de vie minimale de 10 ans de fonctionnement de nos unités. Nous avons fait ce travail aussi avec l'IFTS, donc l'Institut des filtrations et des techniques séparatives, pour faire des vieillissements accélérés de nos dispositifs, et ensuite voir combien de temps, dans des conditions normales d'exploitation, nos systèmes pourraient fonctionner. Est-ce recyclable? Oui. La plupart des composants sont recyclables, même les membranes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les membranes et la partie membranaire, les fibres des membranes, elles sont fabriquées à Lyon, pas très loin d'ici, par l'entreprise Arkema. Et donc, on peut récupérer ces membranes et les recycler complètement. Justine, tu veux peut-être dire quelque chose? Je vais nuancer dans le sens où on est en train de travailler sur une analyse du cycle de vie de nos produits. Et effectivement, ici à Lyon, il y a des grandes possibilités de recycler. Maintenant, comme on a une vocation à travailler à l'international, ces chaînes de recyclage ne sont pas disponibles dans tous les pays du monde. Donc, c'est pour nous un questionnement de comment faire pour réduire au maximum l'impact de nos produits jusqu'à leur fin de vie. Et on est en train de travailler dessus pour essayer de voir si on ne peut pas faire
des zones régionales de récupération pour qu'on puisse après rapatrier et recycler dans les centres qui sont adéquats. Mais c'est une question sur laquelle on travaille notamment avec le comité stratégique beaucoup, qui nous aide pas mal là-dessus. Il y a une autre chose aussi, hein, c'est la plateformisation de notre travail et de notre savoir-faire va permettre de trouver à la fois des partenaires locaux qui sont capables de faire le travail qu'on fait à Lyon, hein, et d'assembler les machines aussi en local, avec du sourcing de matériaux locaux. Où nous aussi, notre travail, ça sera d'avoir des équivalents de produits ou de matériaux qui sont sourçables et qu'on peut trouver sur place. Ça, c'est à long terme, hein. C'est un travail très fastidieux et très long terme. Mais effectivement, c'est notre objectif à la fin, c'est de pouvoir créer de la valeur en local, mais également de pouvoir réduire en fait les coûts énergétiques et les coûts d'impact CO2 sur le transport de nos machines. Ça ne sert à rien d'envoyer des pompes à l'autre bout du monde si elles sont produites pas loin. Voilà. Comme le disait Arlette dans la présentation, l'élément limitant en termes de durée de vie, en théorie, se trouve au niveau des membranes. Les fabricants considèrent que leur membrane, il faut la changer au bout de 2-3 ans. Avec le procédé qu'on a développé et le système de rétro-lavage, de rétro-nettoyage de ces membranes, on a réussi à pousser la durée de vie des membranes à plus de 10 ans, en garantissant une perméabilité, c'est-à-dire une capacité de filtration constante. Très bien, merci pour cette belle explication. Jean avait d'autres questions, notamment sur la durée de location nécessaire pour rentabiliser une installation. Aujourd'hui, on est aux alentours de 15 mois pour rentabiliser une location. Industrielle. Voilà. Il a également une autre question. Est-ce que votre activité ne dépend pas des réglementations? Si demain, les obligations s'assouplissaient, voire s'annulent en termes de traitement de l'eau, le segment B2B pourrait-il disparaître? Alors, je dirais que non. Enfin, c'est pas près d'arriver pour 2 raisons. Un, la réglementation est loin de s'assouplir. Au contraire, elle est de plus en plus drastique. C'est-à-dire qu'on demande aux industriels de rejeter de moins en moins de polluants, donc de s'occuper du traitement. 2, on est en France et à l'étranger soumis à des stress hydriques de plus en plus importants. Donc maintenant, les nouvelles usines, on leur demande d'avoir une gestion de l'eau qui soit extrêmement efficace et de consommer le moins d'eau possible. Donc, ils sont amenés à travailler sur des boucles et des boucles de réutilisation. Et il y a un 3e aspect qui est aujourd'hui l'élément de la communication et de l'image. Où, au-delà du réglementaire, il y a beaucoup d'entreprises, d'industries qui, autant en interne qu'en externe, ont à cœur de diminuer leur impact environnemental, parce que pour embaucher maintenant, avoir une certaine valeur et une certaine, je perds mes mots, mais de prendre en compte l'impact environnemental est très important pour recruter des collaborateurs. Et à l'externe, quand on fait du B2B ou du B2C, c'est un critère qui est également très important. Donc, je ne pense pas, en tout cas, que ça va disparaître du tout. Au-delà de ça, vous voyez, on a un projet en Côte d'Ivoire où la réglementation est beaucoup plus souple qu'ici. Et c'est l'industriel qui est venu nous voir en nous disant non, mais moi, il faut impérativement que je traite mes eaux et que je les réutilise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils n'ont plus d'eau et sans eau, ils ne peuvent pas produire. Donc, très concrètement, aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu avec le groupe Pierre Fabre aujourd'hui, l'eau n'est plus considérée comme une utilité, mais comme une matière première qu'il faut gérer. Et donc, du coup, il y a les considérations de réglementation, elles sont certes importantes, mais elles sont loin d'être les seules raisons pour lesquelles les industriels investissent dans des systèmes de réutilisation. Très bien, merci pour votre retour. On va peut-être faire une dernière question avant de finaliser ce live. Alors, Jean posait une dernière question sur la partie eau potable. Êtes-vous complémentaire à des ONG comme 1001 Fontaines? Alors, vas-y, tu veux y aller, Justine? Alors,
Oui, je dirais qu'on est complémentaires parce que Mille et une Fontaines, ils sont très forts sur le modèle économique qu'ils développent, qui sont des kiosques à eau, un modèle entrepreneurial autour de la vente de l'eau et de la distribution de l'eau. On est complémentaires dans le sens où, technologiquement parlant, nous, on peut leur apporter des solutions technologiques qui répondent à leurs contraintes de terrain, à leurs contraintes de leur modèle économique. Voilà. Où on va être en quelque sorte fournisseur de solutions de traitement pour Mille et une Fontaines. À ce propos, on ne travaille pas avec Mille et une Fontaines en direct, mais on travaille avec l'eau Diamo au Sénégal. Mille et une Fontaines, ils sont surtout en Asie du Sud-Est et à Madagascar. Mais on travaille avec l'eau Diamo au Sénégal, qui est sur le même principe que Mille et une Fontaines, de kiosque à eau. Et donc, nous, on les aide à rétrofiter leurs machines actuelles pour pouvoir justement délivrer une eau sécure et puis également et qualitativement plus intéressante. Très bien, merci. Alors, il nous reste 4 minutes. Je ne sais pas si on peut faire la dernière question de Kevin assez rapidement. Votre offre Water as a Service, à travers un tarif à 0,7 € par mètre cube, inclut-elle l'électricité et le recyclage de vos composants? C'est effectivement tout inclus, c'est-à-dire qu'il y a les techniciens qui interviennent pour les opérations d'exploitation et de maintenance, la mise à jour du programme avec donc les améliorations de l'algorithme qui se fait avec la prise en compte des données qu'on remonte et qu'on analyse, et effectivement recyclage des filtres, électricité incluse. Non, électricité par contre c'est l'industriel. C'est l'industriel qui paye l'électricité. Juste, il y avait une dernière question de Cathy qui nous semble intéressante. Deux questions de Cathy, Cathy Nourri, qui dit aussi, je me demandais, est-ce que le fait d'acheter les machines est un frein pour vos clients puisqu'ils voient l'eau comme un coût d'exploitation et non comme un investissement? C'est vrai, mais aujourd'hui, ça dépend en fait du référentiel. C'est-à-dire que aujourd'hui, le référentiel des clients, c'est plus le coût de l'eau, mais c'est bien la perte d'exploitation liée au coût de l'eau, en fait, liée à la non-production. Je vous donne un exemple. Si vous avez une journée d'arrêt parce que vous n'avez pas d'eau, dans certaines industries, c'est plusieurs millions d'euros de perdus. Donc, automatiquement, on ne parle plus des mêmes échelles et on ne parle plus des mêmes retours sur investissement. Et sur l'accès à l'eau potable, en fait, les ONG viennent vers nous parce qu'avant, elles avaient un modèle où il y avait un faible coût d'investissement, mais beaucoup de coûts d'exploitation, typiquement la chloration de l'eau, ou alors des filtres à sable, des filtres en céramique qui vont durer une année et qu'il va falloir changer perpétuellement. Et c'est un modèle qui n'est pas viable parce que déjà, ça empêche l'autonomie des bénéficiaires, ce qui fait que l'ONG ne peut jamais se retirer des terrains opérationnels et que les bénéficiaires ne sont jamais autonomes parce qu'ils n'ont jamais la capacité financière de se réapprovisionner dans ces consommables. Et il y a aussi un autre fait, c'est que quand ils lèvent des financements auprès de bailleurs internationaux, les bailleurs financent l'investissement, mais pas l'exploitation. Donc l'ONG doit après se débrouiller pour trouver des financements, donc des dons, pour s'occuper de l'exploitation. Donc aujourd'hui, ils viennent vers nous en se disant, ok, il y a un coût d'investissement qui est plus important à l'achat des machines, il n'en demeure pas moins qu'après, on est tranquille, on n'a plus à réapprovisionner financièrement parlant pour changer les filtres, et on peut avoir des bénéficiaires et des usagers qui sont autonomes sur l'approvisionnement en eau potable. Voilà. Parfait, merci beaucoup, il est 59, donc merci déjà à tous pour vos questions. On va rappeler rapidement les conditions de la levée sur l'ITA. Donc c'est une obligation convertible en actions avec un taux d'intérêt annuel de 7% sur un horizon de 4 ans et avec un remboursement du capital in fine, donc à la fin, au bout des 4 ans. Il y aura 2 scénarios de conversion que vous pourrez retrouver dans le dossier détaillé. Globalement, le cas de conversion, ce sera s'il y a un défaut de remboursement à l'échéance ou si les fonds propres sont négatifs à partir de l'exercice 2023.
Donc la collecte va ouvrir d'ici quelques jours. Vous retrouverez dans l'onglet opération l'ensemble des documents qui vont être mis dans les jours qui viennent, que ce soit le dossier détaillé, où vous retrouverez beaucoup d'éléments en plus de ceux qui ont été détaillés aujourd'hui, et également le document réglementaire. Et du coup, pour terminer, un petit rappel sur où on en est en ce moment. Donc nous, on est en phase de pré-collecte actuellement. Et du coup, la phase de collecte, comme je le disais, va intervenir dans les jours à venir. On a déjà 442 000 € d'intention d'investissement. Donc merci beaucoup, sur un objectif de 500 000. Donc voilà, la campagne va certainement très bien collecter lorsque la campagne sera ouverte. Donc n'hésitez pas d'ici là à émettre une intention d'investissement qui n'est en aucun cas une obligation. Merci à tous pour votre participation au live meeting. N'hésitez pas à nous poser des questions restantes dans l'onglet questions sur la fiche sur le site. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à tous pour votre temps, pour vos questions Merci. et votre écoute. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.